Eh ben, bonjour à tous les deux. Salut Alexandre, salut Nabil. Salut Alex, salut. Et on va parler d'agilité aujourd'hui et de Scrum. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Vas-y Nabil. Ok, moi c'est Nabil, je suis coach, on appelle ça un coach agile. Il serait question d'ailleurs d'agilité aujourd'hui. Voilà, j'accompagne des organisations depuis à peu près plus d'une dizaine d'années en tant que formateur aux approches agiles et en tant que coach sur la mise en place de ces approches. Donc voilà, c'est principalement ce qui peut me décrire d'un point de vue professionnel. J'ai une appétence particulière pour les sciences humaines, on va dire, la complexité de l'être humain. Et aussi, j'ai un engagement fort sur la transition écologique, ce qui m'a amené voilà, à m'intéresser vraiment viscéralement à l'agilité dans son prisme de responsabilisateur d'organisation humaine à produire de la valeur et cesser de produire du bullshit. Voilà. Ok. Enchanté. Ok. Enchanté. Écoute, moi ça va être très simple, hein. Vincent Pommier, donc responsable informatique. Donc je suis chef de projet depuis 12, 13, 14 ans, je ne sais jamais, bon, bref, depuis quelques années. Et cofondateur du site internet et de l'entreprise redressementdeprojet.fr avec Alexandre Marteau. Exact. Et donc à mon tour, Alexandre Marteau. Moi, je vais aller vraiment encore plus droit au but. C'est tout comme Vincent. À chaque fois, je fais la blague, mais c'est tellement vrai que voilà. Et je suis vraiment, je dis pas juste ça juste pour la caméra, très heureux de vous avoir autour de la table, on va dire, virtuelle, parce que je pense qu'on a des valeurs qu'on partage autour de l'humain, autour de la gestion de projet, autour de plein de choses. Et donc, je suis vraiment content et je pense même fier de vous avoir tous les deux autour de la table. Merci. Je commence fort, hein, bon, on raccroche. Allez, vas-y. Là, c'est vraiment sincère. Allez, on démarre. Premier sujet, j'avais noté. On va commencer vraiment par les basiques. Challenge un peu compliqué, mais si, notamment, Nabil, tu peux faire un petit peu de vulgarisation sur l'agilité, sur Scrum. Prends 5, 10, 15 minutes pour les gens qui ne connaîtraient pas tout ça. Ok. Bon, pour la faire rapide, l'agilité, c'est un mouvement qui est à peu près maintenant quasiment une vingtaine, plus d'une vingtaine d'années. Et c'est un mouvement qui est parti de l'informatique à la base. Et c'était un constat, finalement, un constat d'échec que les projets informatiques menaient à l'époque, selon ce qu'on appelle la gestion prédictive du process, entre guillemets, le cycle en V. Donc en gros, voilà, pour le rappel pour les éditeurs, c'est le fait de faire une phase de conception, une phase de spécification, une phase de réalisation, une phase de recette et une phase de livraison. On s'est aperçu finalement que les projets informatiques étaient pour la plupart des échecs. Alors c'est quoi un échec? C'est on a livré quelque chose qui ne correspond pas à ce que le client attendait, et donc ça crée beaucoup de tristesse, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on produit des choses qui ne servent à rien et qui sont jetées à la poubelle, ou alors ça finit devant le tribunal parce qu'on a dit que dans le contrat c'était ça, mais pas du tout. Voilà, donc ça crée beaucoup d'aigreur, et ça donne naissance à ce qu'on appelle un rapport qui était publié par le Standish Group, qui s'appelle le Chaos Report. Et le Chaos Report donnait jusqu'à 70% de projets menés de façon prédictive qui étaient des échecs. Bon. Ça, c'est dingue, cette stat, elle est dingue. Je Elle suis est retombé énorme. dessus il n'y a pas longtemps, Ouais, c'est dingue. ouais. Et c'est une stat qui revenait d'année en année en année. Et donc, fatalement, voilà, les choses sont amenées à émerger. Donc, il y a une chose qui émerge, et c'est ce fameux mouvement qui s'interroge et se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire les choses autrement? Et le autrement, voilà, c'est l'agile. En gros, l'agile, c'est quoi? C'est remplacer une approche prédictive. Donc, ça veut dire voilà, les phases de conception jusqu'à la phase de réalisation et la phase de recette, en se disant non, adoptons une autre posture qui ne va pas être non plus une approche prédictive, mais une approche empirique. Voilà. Alors, empirique, ça veut dire quoi? Voilà, pour retirer les gros mots, c'est simplement basé sur l'expérience. Et le concept est le suivant, c'est on ne sait rien à l'instant T. Plutôt, tout ce que l'on va découvrir sur le produit qu'on va créer ensemble, va se découvrir à travers le temps.
Voilà. Ça, c'est une première approche. Et de se dire que finalement, vu que ça se découvre à travers le temps, eh ben, on ne peut pas concevoir à l'avance ce que sera le produit en substance. Pourquoi? Ouais, d'accord. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le temps va changer. Enfin, le monde va changer au fur et à mesure qu'on apportera ce produit au monde. Donc, c'est ça vraiment l'approche empirique, c'est de se dire, on ne va pas avoir la big picture dès l'instant T. C'est juste impossible. La big picture va se créer au fur et à mesure. Et on va partir aussi sur le concept additionnel, c'est que il est possible que notre vision à l'instant T ait été erronée. Ou alors que notre vision à l'instant T, eh ben, parce qu'on a délivré le bout de solution qu'on a commencé à délivrer, a changé lui-même le monde, qui a amené à changer le problème. Donc, de là est né finalement voilà, ce mouvement et cette approche qui se base notamment sur les sciences de la complexité. Donc là, c'est aussi ça. Bon, on pourra en rediscuter. Mais effectivement, cette approche, ça se base sur pas mal de sciences, voilà, sur les sciences de la complexité, l'étude des systèmes complexes, la cybernétique, et ainsi de suite. Et au final, voilà, l'agilité, ça va être de se dire comment on arrive un groupe de personnes à concevoir une solution à un problème qui va muter, qu'on intervienne dessus ou pas. C'est la beauté. C'est la beauté de la chose, c'est que le problème que l'on va adresser au travers d'un projet, eh ben, ce problème-là, d'une part, on a du mal à l'identifier parce que les variables sont pas ou peu connues, et d'autre part, ces variables, vu qu'on va intervenir dessus en faisant de la livraison progressive de valeur, bah, va venir changer la physionomie même du problème. C'est Et presque donc, en fait. oui, Ouais, pardon. Ouais, je disais en fait en t'écoutant ou en te réécoutant, je me dis en fait on considère presque le projet ou le produit comme un être vivant, quoi, en fait. exactement. C'est vraiment une approche vraiment organique. Vraiment, on se réfère vraiment à quelque chose de vivant. On arrête de penser le projet comme une chose mécaniste que l'on peut voilà, assembler avec un ensemble de spécifications. Plutôt, on va le voir comme quelque chose de complètement émergent. D'ailleurs, l'émergence est un concept fort dans l'agilité. L'émergence, c'est simplement le fait de l'apparition de nouvelles choses, ou de nouvelles règles, ou de nouvelles contraintes. Et je trouve ça, la chose que je trouve belle là-dedans, finalement, et élégante dans l'agilité, c'est qu'elle se calque finalement sur le reste du vivant et sur le reste des lois universelles. C'est-à-dire que tout le reste de l'univers fonctionne selon ce concept de l'émergence, à savoir, voilà, vous, voilà, nous sommes êtres humains, donc le résultat d'une émergence, parce qu'on est une graine fécondée par un spermatozoïde, et on a fait qu'émerger, et puis les organes se sont spécialisés, et ainsi de suite. Un arbre, pareil, ce n'est pas un assemblage de cellules, au contraire, c'est une émergence, c'est une graine qui a poussé au frottement de contraintes, bien sûr, qui vont être voilà, le taux d'hydratation, le taux de luminosité, et ainsi de suite. Mais donc tout ça montre finalement que la chose qui est commune dans l'univers, c'est que l'émergence on va dire la règle unique, on va dire la singularité qui fait que Ouais, les la choses règle adviennent. universelle, quoi. La règle Ouais. universelle du fait que les choses adviennent. Et donc, lorsqu'on va créer donc des sociétés, c'est la même chose. Ça veut dire qu'effectivement, on a tendance à croire que voilà, un organigramme vient poser les bases de cette société, de cette organisation. Or, il n'en est rien. Une société, une entreprise, même une multinationale, ça part bien au départ d'une conversation entre deux personnes. Et avant même ça part d'une idée dans la tête de quelqu'un. Puis après, ces deux Ok. personnes se disent bon, ça serait bien de lancer un concept. OK, on s'associe, et puis on cherche après des collaborateurs, et puis on devient 3, puis on devient 4, puis on devient 10, puis on devient 1000. Mais ça reste toujours finalement ce même concept de l'émergence. Donc voilà, donc l'agilité, voilà, pour la faire en courte, ça serait ça, c'est la faculté d'un groupe d'individus à absorber les contraintes émergentes afin de créer un produit qui est tout aussi émergent. Ok. Moi, j'ai une première question, une deuxième. Vincent, tu avais un truc à dire?
Non, mais j'avais Pardon. posé la question. Non, mais vas-y, hein. C'est la même chose, je pense. J'avais posé une question. Tu as commencé à esquisser un peu les bénéfices et les points forts, on va dire, de l'agilité. Du coup, ma question, c'était quels sont, on va dire, les avantages de l'agilité versus une méthode de projet plutôt cycle en V classique, quoi. Ouais. C'est ça que tu voulais poser? Pas du tout, mais c'est Non, pas ok. grave, elle est très bien, vas-y. C'est une autre question, du coup. Alors oui, effectivement, par rapport à l'approche prédictive, donc voilà, enfin, si on revient à ce que j'ai dit il y a 5 minutes sur le Standish Group, c'est de se dire que donc c'est vrai qu'à l'époque, on va dire l'époque, on va dire du fort de la force industrielle, ça veut dire le fait de produire en masse et ainsi de suite. Avoir cette approche prédictive, ça a bien marché. C'est-à-dire que quand il a fallu produire la même singère pour tout le monde, la même voiture pour tout le monde, la même machine à coudre pour tout le monde, la même machine à laver pour tout le monde, et ainsi de suite. C'est des choses relativement simples quand même, malgré tout, enfin, malgré la petite complexité par rapport aux voitures ou aux machines de maintenant, ça reste quand même simple de mon point de vue. Peut-être que je me trompe. Alors, produit. Faut pas opposer simple et complexe. Plutôt, c'était, on va dire, c'était plutôt des prédictifs ou mécanistes. C'est-à-dire que lorsque je viens avec la même machine à coudre pour tout le monde, je ne me heurte pas à une concurrence féroce. Je ne me heurte pas à des technologies qui changent tous les 4 matins. Exact. À ce moment-là de l'histoire. C'est pour ça qu'effectivement, une approche prédictive pouvait marcher. Maintenant, il n'est pas dit qu'effectivement, si on devait créer un nouveau marché de la machine à coudre aujourd'hui et que la concurrence soit féroce parce que chacun irait de sa vision de ce qu'est une machine à coudre, que les technologies changeraient tous les 4 matins, eh ben on retomberait là aussi dans une vision complexe de la machine à coudre. Donc, en gros, moi, je dirais pas tant que c'est lié, on va dire, à la nature même de ce qui était produit. C'était plutôt par rapport au contexte. Et le contexte était le suivant. On avait besoin de reconstruire un monde qui avait été détruit par 2 guerres mondiales successives. On avait besoin de produire en masse. Et la réponse était processons, automatisons, linéarisons. Ouais, standardisons peut-être un peu aussi. Standardisons, exactement. C'est la phrase de Henry Ford, là, je ne l'ai jamais correctement, mais vous avez le droit de choisir la couleur que vous voulez sur votre Ford T, tant qu'elle est noire, ou quelque chose dans ce goût-là, quoi. Pertinemment. C'est vraiment la phrase d'Henry Ford, c'est de se dire effectivement, je n'ai aucun souci à ce que les clients choisissent la couleur d'un Ford T tant que c'est du noir. Alors ça peut paraître comme ça anecdotique, mais ça en dit long finalement. Ça en dit long sur le fait qu'à l'époque, le monde était ainsi vu et ainsi fait que il n'y avait pas cette urgence finalement à la diversité. On avait surtout une urgence à avoir quelque chose. Et ce quelque chose-là, même s'il était standard, même si c'était le même que le voisin, ce n'était pas bien grave, ma foi. Et donc l'objectif, c'était finalement de linéariser, d'évincer la complexité. Et la complexité, ça va être toutes les variations. Et on va l'évincer en disant, effectivement, le produit ne doit pas être si différent, voire pas différent du tout. Donc tout le monde va avoir la même. Même pas que le produit, après ça va être aussi l'ouvrier, parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Donc l'ouvrier doit être le même. Donc si je dis l'ouvrier doit être le même, ça veut dire exit ta personnalité et ta singularité. Voilà, donc on en vient à effectivement aller vers des approches de travail dites tayloristes, où on va rejeter de l'entreprise tout ce qui fait l'humain, c'est-à-dire toute sa personnalité, en se disant voilà, tout ce dont j'ai besoin de toi, c'est finalement une force mécanique qui est facilement remplaçable. Pourquoi? Parce que lorsque je devrais te remplacer parce que tu auras été usé, il sera facile pour moi de te remplacer par quelqu'un d'autre qui saura faire le geste que toi tu faisais auparavant. Voilà. C'est violent dit comme ça, mais c'est vrai, je souscris à ce que tu dis, mais c'est résumé comme ça, c'est violent, quoi. C'est violent. Alors, en tout cas, c'était cohérent par rapport à ce qui était voulu à l'époque.
Et donc, c'est logique, finalement, tout le reste est logique. C'est si on veut effectivement uniformiser, standardiser, eh ben, il faut standardiser, y compris tout. Et j'aime bien cette phrase, on est organisé, on est organisé, plutôt, je vais la refaire, ce que l'on fait est à l'image de comment on est organisé pour le faire. Voilà. Et donc, ben, la bijection, ça s'applique aussi. C'est que si tu es un produit standard, bah, forcément, tu vas arriver à des processus standards et donc tu vas arriver à des êtres humains standards et tout ce que ça apporte. Donc, si on va vers la standardisation, on va vers quelque chose qui n'est pas naturel, qui ne respecte pas ces fameuses lois universelles. On va vers plus d'humain, finalement, enfin d'humain dans son souhait de standardiser les choses, voilà, de faire des champs carrés, de la monoculture, tailler des coupes à des arbres de façon carrée, enfin faire de la sélection d'espèces, et ainsi de suite, avec tous les problèmes que ça engendre. Et de l'autre côté, on a le respect du vivant, on a le respect de la complexité, et à ce moment-là, on est dans une permaculture, on est dans le fait de tolérer qu'une espèce endémique mange 30% des récoltes, parce que c'est normal, chacun doit prendre sa part. Et que dans ce monde-là, il n'y a pas de nuisibles. Il n'y a pas de nuisibles. Il y a juste voilà, des espèces qui sont là, qui doivent cohabiter avec nous, c'est des contraintes. Et de l'autre côté, voilà, on a ce monde aseptisé où on se dit je refuse ces contraintes, et donc vu que je les refuse, je vais essayer de les annihiler si c'est possible. Et donc, bah, appliqué au monde du projet, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on va être dans le rejet des contraintes, rejet des contraintes, rejet des contraintes, et ça a amené à quoi? Bah, finalement, au silotage. Silotage client-fournisseur, et après, au sein même du même fournisseur, ben, il y aura silotage fonctionnel, où les gens ne se parlent pas, et ainsi de suite. Donc, fatalement, on arrive... alors, je suis en train de digresser, et là, je crois que j'ai perdu le fil de la question. La question, c'était un peu cycle en V versus agile, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, non, les vrais avantages, en gros, vraiment les avantages Oui, de l'agilité, quoi. ouais. Alors effectivement, ouais, je raccroche les wagons. Donc effectivement, donc le fameux Standish Group qui parle du Chaos Report et qui dit qu'évidemment, voilà, donc à l'époque, ça allait, pas de souci, on sortait la Ford T, on sortait à Saint-Ger, il n'y avait pas de problème, ça arrivait à se vendre. Et au bout d'un temps, lorsqu'on rentre dans l'industrie de l'information, donc moi j'aime bien parler de l'industrie de l'information, c'est que juste voilà, on est plus des mineurs de fonds. Maintenant, on mine autre chose. Ça veut dire que on extrait de l'information, on la stocke, on la transporte, on la met en valeur, on la recoupe, on la distribue, on l'envoie. Au final, tout ce que l'on fait, c'est de manipuler de l'information. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Et puis le reste de l'économie, finalement, est une économie de soutien vis-à-vis de l'économie première. L'économie première, c'est l'économie de l'information. Il n'y a qu'à voir quelles sont les plus grosses capitalisations. Ce n'est plus les constructeurs automobiles, ce n'est plus ce genre d'acteurs-là. Au contraire, maintenant, ce sont ce qu'on appelle les GAFAM. Voilà, donc que des acteurs du digital. Et le reste des industries viennent soutenir cette industrie principale. Donc, vu qu'on investit beaucoup d'argent, et quand on dit de l'argent, finalement, l'argent, c'est le moindre des problèmes, c'est surtout de la ressource. On investit de plus en plus de ressources dans des choses qui, in fine, s'avèrent être du 60%, 70% de déchets. Parce que si ce n'est pas utilisé par quelqu'un, c'est du déchet. Ouais. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on est en train d'investir massivement des ressources humaines et des ressources naturelles dans des choses qui n'ont pas d'intérêt. Donc, lorsqu'il y avait l'illusion de la corne d'abondance il y a quelques années encore, ça allait. Mais depuis que les historiens et puis certains économistes ont pu identifier que l'on avait enfin atteint ce qu'on appelle la courbe où la somme des ressources renouvelables plus celles qui ne sont pas renouvelables au cumulé croisait celle de la demande qui est fortement corrélée au nombre d'individus qu'il y a sur Terre. Sachant qu'il y a à peu près une centaine d'années, on était peut-être 4 fois moins sur Terre. On passe d'une population de 3 milliards à maintenant quasiment 10, pour voir si ce n'est plus. Donc, fatalement, la demande est une exponentielle, là où les ressources, elles, c'est une logarithmique. Parce que ce qui se renouvelle certes, mais ce qui ne se renouvelle pas, se renouvelle pas.
Donc, à un moment donné, ça se croise. Et quand ça se croise, eh ben, à ce moment-là, on passe d'une logique d'abondance à une logique de carence. Il y en a moins. Il y en a moins. Et maintenant, c'est même plus possible d'en avoir autant qu'avant. Ok. Donc maintenant qu'on est dans cette époque-là, bah, fatalement, cette notion de dire est-ce que ce que l'on produit a du sens, eh ben, elle vient de plus en plus sur la table. Et on se dit effectivement, la notion de valeur rentre de plus en plus en ligne de compte. Donc, comment on fait pour limiter le fait que les projets, là, quand on en lance 100, ben, il n'y en ait pas 70 qui aillent à la poubelle. Voilà, donc le gros avantage de l'agilité, ça serait, probablement celui-ci, c'est de se dire comment on fait pour limiter la part de déchets. D'accord. Comment on fait pour limiter la part de déchets et comment on fait pour se concentrer, donc si je comprends bien, hein, pour reformuler très rapidement, pour se concentrer sur la valeur apportée par ce qu'on est en train de faire. Tout à fait. Ok, ben voilà, c'est clair. Alors, du coup, j'ai une question et elle va être un peu sans transition, quoi. Mais moi, ça me fait penser, en fait, si tu veux, à certains projets qu'on a connus là ensemble, Nabil, ou même là, dernièrement, on a discuté avec un client qui avait un projet SAP. Et moi, maintenant, ça fait quoi, 2, 3 ans que j'ai été formé par toi. On a eu du coaching, etc. Donc, je suis de plus en plus à l'aise avec l'agilité. Il y a des endroits où je le mets vraiment facilement et avec grand plaisir et tout ça. Et par contre, ces gros projets, où effectivement, si je reprends un peu ton analogie ou ta métaphore, ces gros projets où on me demande de passer d'une graine à un arbre déjà de 150 ans avec plein de branches, bah là, moi, je ne sais pas comment faire de l'agilité sur du Bien sûr. SAP, sur du gros PMS, sur des choses. Et on en revient peut-être aussi à la notion de standard. Hein, c'est des choses où tu as un peu de paramétrage pour t'adapter au client, mais tout le reste, c'est du gros standard. Il faut déployer tout un tas de fonctionnalités en même temps. C'est un peu du Big Bang, du on-off. Euh, Est-ce qu'on peut mettre de l'agilité là-dessus et... Enfin, je ne sais pas comment poser la question. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En fin de compte, il y a plusieurs réponses possibles. Disons qu'effectivement, lorsque tu prends cet exemple de se dire: «Ouais, effectivement, on me demande, de produire un arbre centenaire. Or, les règles du universel montrent que, ça ne se fait pas comme ça». Ouais. Donc la réponse des entreprises, c'est, eh ben, ça va être de penser non naturel. C'est-à-dire qu'en gros, si je veux un homme de 20 ans tout de suite maintenant, eh ben, je vais déployer, beaucoup d'ingénierie et d'efforts à se dire: «Bah, écoute, c'est pas grave, on va faire une équipe, une feature team qui va s'occuper de produire le bras et l'autre bras, puis le tronc, puis la tête, puis les jambes et puis après on va les assembler», enfin, si on les assemble un jour parce que c'est pas dit. Alors voilà, et justement, j'allais un peu compléter, c'est que pour avoir mis le nez dedans quand même 3, 4, 5, 10 fois, hein, je ne saurais pas te dire Ouais, combien de fois, tous ouais, ces gros projets, c'est ouais. des projets qui sont catastrophiques, quoi. Enfin, certains aboutissent, mais c'est toujours dans la douleur, c'est 9 fois sur 10 avec du retard ou avec des dépassements budgétaires. On parle pas trop parce que c'est pas encore la mode partout, des dégâts humains, burn-out, psychologique, enfin tout ce que tu veux. C'est des Bien sûr. projets qui sont durs à tous les niveaux de mon point de vue. Ces gros projets SAP ou d'autres, hein, je mets SAP parce que tout le monde connaît, mais Ouais. Alors, disons que effectivement, lorsque je fais cette formation autour de Scrum, et je parle de l'opposition, plutôt de la polarité qui existe entre le monde des modèles d'un côté et le monde du réel de l'autre. Euh, le monde du réel contient l'ensemble des contraintes connues et inconnues. Ok. Ça contient tout. Le Ok. réel, c'est toute l'information qui est disponible dans cet univers. Donc, c'est là. C'est un ensemble de processus intriqués qui n'ont de cesse de se redéfinir, et ainsi de suite. La plupart de ce qui est dans l'univers nous échappe allègrement. Et de l'autre côté, il y a le monde qui nous aide à lire ce monde du réel, qui s'appelle le monde des modèles. Et donc, on va modéliser absolument tout. Donc, le produit est un modèle, l'organisation, la façon dont on s'organise est un modèle, votre fiche de poste, c'est un modèle, et ainsi de suite. Donc, modélisation, finalement, c'est quoi? C'est une réduction outrancière de la complexité du réel pour que l'on puisse avoir un vocabulaire, une base d'échange qui soit utilisable entre nous.
Mais le souci, c'est que lorsqu'on commence à avoir des modèles un peu trop conséquents et que l'on essaye de faire rentrer le réel dans ces modèles. Et c'est là que ça vient un souci, c'est que voilà, lorsque je suis cette grande société qui veut appliquer le même logiciel sur l'ensemble des entreprises, entreprises filles, et je me dis, voilà, il y a 1 an, il faut déployer cette solution d'achat, enfin de gestion des fournisseurs. Ben, lorsque je viens dire, le modèle doit prendre le pas sur le réel. Ouais. Alors, est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça peut se faire? Oui, ça peut se faire, mais ça va se faire à quel prix? Ça va se faire au prix de l'absence de transparence, parce que les gens vont mentir sur la complexité auquel ils font face. On va payer quel prix? On va payer aussi un prix énorme, peut-être comme tu disais, de frustration, de burn-out et ainsi de suite. Ou alors carrément, des gens ne vont pas utiliser la solution. Ouais. Ils vont juste être, parce que ça serait aussi un sujet dont on pourrait parler, la faiblesse de l'engagement dans les entreprises. On ne va même pas s'opposer à cette directive qui vient de la maison mère, parce qu'on ne veut pas ouvertement afficher un désaccord, de peur d'être viré ou bien de perdre le soutien de la maison mère ou je ne sais quoi, quelle autre raison. Donc ça, c'est quand le modèle prend le pas, entre guillemets, parce qu'il ne gagne jamais. J'aime bien dire que on peut avoir un plan, mais la nature se fiche de nos plans. Elle a son propre plan, elle le déroule. Maintenant, à nous, en tant qu'êtres humains, d'essayer de comprendre un peu les règles universelles, les règles de nature, et essayer de greffer des business models qui ne soient pas trop déconnants par rapport au cycle, au naturel. Donc, quand ça se fait et que ça se fait bien, ça s'harmonise et on va dire les différences nous apparaissent même pas au regard. Par contre, effectivement, lorsqu'on vient avec des modèles qui sont complètement déconnants par rapport à la complexité à laquelle on fait face, là, au bout d'un temps, ça nous éclate à la figure. Voilà. Donc, j'essaie d'imposer un ERP, j'essaie d'imposer un logiciel face à une complexité que je souhaite gommer de façon Alors, inconsciente. Oui. justement, excuse-moi, je vais t'embêter un peu, mais si on prend une situation, par exemple, moi je prends une mission à un endroit où je suis salarié, euh, on m'impose et puis je n'ai pas la force de m'opposer totalement à ce qu'on m'impose. J'ai aussi ma part de responsabilité. On m'impose, entre guillemets, d'installer un ERP, de faire un projet un peu classique, etc. Euh, Sans rentrer dans cette polarité maximale entre du cycle classique et du pur agile, etc., etc. Mm. Qu'est-ce que je peux faire de concret, moi, avec mes 10 petits doigts, pour que ça se passe un peu mieux, pour faire les choses un peu différemment, pour remettre de l'agilité, pour pour sortir de ce modèle classique, quoi. C'est quoi les premières petites actions sur lesquelles j'aurai la main pour améliorer les choses? Je ne sais pas Mm. si la question est bien posée. La question est bien posée, la question, je la comprends et elle est claire à mon sens. La Et réponse est peut-être pas facile. elle n'est pas facile parce qu'en fin de compte, ouais, je vais être radical et je vais en décevoir certains parce qu'il n'y aura pas de. Tu as dit le mot responsabilité. Et pour moi, le mot responsabilité, c'est l'un des plus grands absents, finalement, dans la bouche de ceux qui prônent l'agilité. La responsabilité, elle est centrale. La responsabilité, elle est à la fois individuelle, elle est collective. Tu sais, on a une époque où on parle de plus en plus de responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Mais comment tu veux incarner cette responsabilité si à la base, tu déresponsabilises tes collaborateurs? Ouais, c'est À vrai. la base, c'est ça, tu vois. Si un collaborateur, à un moment donné, est dans la crainte de se dire oui, non, mais je ne peux pas m'imposer parce que si c'est pas moi qui fais le projet, de toute manière, ils vont me remplacer par quelqu'un d'autre et ça se fera. Ou alors je vais être viré, ou alors je ne sais pas quoi. Et ça, c'est un vrai souci parce que le concept de responsabilité, il est central. Il est central. C'est pour arriver vraiment vraiment l'agilité organisationnelle, collective, il faudrait vraiment que chaque individu se dise ce à quoi je vais contribuer a du sens, je comprends ce sens-là, et je fais en mon âme et conscience les choix qui me semblent pertinents. L'agilité, elle peut pas exister dès lors où il y a une personne qui est dans la crainte d'incarner cette responsabilité. Sinon,
premier on va dire, pilier de l'empirisme, la transparence, il s'effondre. Il s'effondre. Ouais. Je suis détenteur d'une connaissance que je ne souhaite pas apporter au reste du collectif, de peur, de quoi, d'enrichir. C'est quoi? C'est vraiment d'enrichir le modèle de prise de décision. Ou alors, je garde pour moi cette connaissance, et puis, là, je suis plus dans la transparence, et on arrive à prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes. C'est-à-dire, oui, on va imposer la mise en place de cette ERP parce qu'on n'a pas le choix. Or, on a toujours le choix. Mais c'est vrai que c'est dur, enfin, ce que tu soulèves là, c'est que, et je pense que Vincent, il a la même sensibilité que moi là-dessus, c'est que, en fait, c'est vrai, on est déresponsabilisé, peut-être Oui. aussi par facilité, par peur, par crainte, par tout ce que tu veux, on se déresponsabilise aussi soi-même. Ou en tout cas, on n'ose pas se responsabiliser pour le tourner dans l'autre sens. Et je pense qu'en plus, tu vois, c'est là où je voulais en venir, c'est je pense que Vincent comme moi, on a des personnalités fortes, ou enfin, appelle ça comme tu veux, en tout cas, on a des personnalités, on a des valeurs, etc. Et quand on s'est retrouvé dans des entreprises, et on les nommera pas, euh, c'est à la fois dur, et on est presque obligé de se mettre en rébellion partielle. Alors, on est des gens civilisés, donc on se fâche avec Oui, personne, sûr. mais on va contre ce modèle. Alors là, c'est du débat philosophique, hein, mais on va contre le modèle de l'obéissance, quoi, et on est souvent très dérangeant, et c'est pas simple. Enfin, je sais que moi, j'ai eu des périodes un peu dures Oui. par moment. Je dis pas de conneries, Vincent, parce que Non, je. pareil. Non, mais pareil. Non, pareil. Pareil, je suis tout à fait pareil, tout pareil que toi, hein. Non, mais oui, je suis plutôt reconnu comme étant un râleur, mais pas râleur pour juste râler, hein. C'est pas le râleur Oui. qui râle, Ouais. c'est le râleur Ouais. qui pointe les doigts là où ça fait mal, quoi. Voilà. Ouais. Et voilà, donc, ouais. Et dont les entreprises ont besoin. Tu sais, là, je vais sortir une autre stat qui fait mal aussi, c'est le taux d'engagement. Le taux d'engagement dans les entreprises européennes. Alors, il faut savoir que les Français, nous, on est parmi les plus mal classés de la zone euro. Ouais. Alors, je crois que c'est le Gallup Group qui fait cette enquête-là, et donc on segmente 3 catégories de population dans les entreprises. Les activement engagés, c'est-à-dire les gens qui croient en la mission de la boîte et qui se sentent la latitude et la liberté d'apporter leur vision là-dessus, à la fois sur contre ou pas contre. En tout cas, ils sont engagés, ça veut dire que l'énergie y est. De l'autre côté, alors eux, déjà, ils représentent 7% en France. 7% des personnes. Donc sur 100 personnes, il y en a 7. 7 qui se disent la mission, la raison d'être de l'entreprise a du sens pour moi, et je me sens d'une part la responsabilité et la liberté de participer à cette mission. Ce que devrait faire normalement tout être humain qui participe Ouais. à une entreprise collective, sous peine de vivre finalement l'aliénation. Bon. De l'autre côté, on a 25% des personnes activement désengagées. Alors attention, c'est pas les vilains petits canards, au contraire, c'est peut-être toi, Vincent, tu vois, ou des gens qui ont quelque chose à faire finalement. Ils sont tellement moteurs et motivés par la raison d'être que lorsqu'il y a une politique, des choix qui leur paraissent débiles, eh ben, ils rentrent dans une forme de rébellion. Sauf que l'organisation hiérarchique, on pourra en reparler, est un frein à cette prise de parole qui devrait être Ouais, bien normalement sûr. normale. Voilà. Donc, alors, j'aime pas dire ça, on vous ôte la responsabilité, ce qui est faux, parce que c'est vous qui acceptez de ne pas être responsable. On pourra en Les deux, ouais. discuter, ça pourrait être un vrai débat. Mais en tout cas, les 25% sont au moins, on va dire, les moins pires. C'est dans le sens où ils se disent, j'en ai quelque chose à faire de la raison d'être. Par contre, je considère que les choix sont pas forcément les bons, mais je préfère râler à la machine à café qu'aller affronter les soi-disant détenteurs du pouvoir dans l'organisation. Donc 25% ces gens-là. Il reste maintenant, le reste, je crois, de la soixantaine et quelques pourcents, qu'on appelle le ventre mou ou le cheval fatigué. C'est les Ouais. gens qui viennent, alors ils n'ont absolument rien à faire de la mission. Bon, ils sont là, voilà, on va prendre le chèque et puis financer ce qui a vraiment de l'intérêt pour moi. Et ça, c'est très très malheureux parce que, entre guillemets, c'est des gens qui se ôtent de toute responsabilité. Ouais, Autant on comprend bien, du coup, ouais.
Voilà. Autant les deuxièmes, donc les activement désengagés, eh ben, c'est des gens qui, à mon sens, effectivement, bah, ils prennent une part de la responsabilité de ce à quoi ils contribuent, mais ils ne veulent pas endosser la responsabilité de se heurter face aux figures de pouvoir. Mmh. Bon, OK. Mais la 3e catégorie, c'est entre guillemets pour moi les pires, c'est dans le sens où, ils se sont absolument responsables d'absolument rien du tout. Et ça, c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que si tu participes à une entreprise qui fait des choses atroces et que tu te dis: «Bah, moi, j'en ai rien à faire» et puis la façon dont c'est fait, à la fois, dans son impact environnemental et aussi social, ben, ça ne me regarde pas, je m'en fiche. Je suis là pour prendre mon chèque. C'est de la pire des espèces. Je veux pas avoir ce dis non, mais à la rigueur, je préfère que, tu ne fasses rien, tu ne sois pas actif économiquement, au moins tu feras moins de mal. Vraiment. Et ça, enfin, il y avait des discussions sur le revenu universel. Moi, j'étais un des, on va dire plutôt des avocats de ce concept-là parce que je préfère à la rigueur qu'une personne soit dans l'oisiveté et qu'elle n'ait pas pour justificatif de participer à des entreprises fâcheuses que de dire: «Je dois bien payer le loyer». Bah, tu viens bien la société va payer, ta subsistance, juste ne participe pas à des entreprises qui sont néfastes. Ah, En c'est un gros, débat qui est compliqué, ça, ouais. c'est un débat qui est compliqué, mais franchement, l'oisiveté n'est pas forcément la mère de tous les vices, au contraire, je dirais que maintenant le productivisme est la mère est peut-être le père de tous les vices. Ok. Ouais. Alors tiens, je reviens sur encore plus du terre à terre. Moi, j'ai eu la chance, j'ai envie de dire, hein, je le dis, d'avoir suivi ta formation. Déjà, moi, c'était le début de l'agilité. Au début, j'étais clairement fâché avec l'agilité. Euh, d'une part, un peu par méconnaissance, je pense. D'autre part aussi, et je le glisse là, mais sur une toute petite période, là, je ne vais pas râler longtemps, j'étais un peu fâché avec l'agilité parce que j'ai vu beaucoup d'endroits et d'équipes qui se réclamaient agiles et qui n'utilisaient que le vocabulaire sans pour autant y mettre les valeurs, les concepts, j'allais dire la méthode, même si je crois que tu n'aimes pas trop ce mot-là, mais en tout cas sans mettre de la vraie agilité. Euh, Concrètement, ma question, c'était la suivante. L'agilité, quand on fait l'expérience d'être formé, ça dure combien de jours? On parle de quoi? On voit quoi? Hem, reformule la question parce que j'ai peur de ne pas avoir compris. C'est un peu en fait une façon de poser une question pour te faire parler un peu de ce qu'on voit lors d'une formation Ah! et OK. D'accord. enfin, moi je trouve que c'était pas juste être formé, c'était aussi un peu une expérience parce que tu Oui, amènes oui, justement des d'accord. concepts par rapport à l'humain, par rapport un peu à la philosophie et tout ça. Mais OK. concrètement, si quelqu'un connaît pas bien l'agilité, il veut se faire former, ça dure combien de temps? Dans les grandes lignes, on voit quoi, etc. OK, c'est le moment pub. Merci. En gros, alors, moi, en tout cas, dans mon approche, j'ai cette vision de la formation qui n'est pas transactionnelle, mais transformationnelle. Entre guillemets, c'est transactionnel, ça serait je file de l'information froide que l'on peut trouver par ailleurs sur internet et ça, pour moi, ça m'intéresse pas. Plutôt, moi, je me dis que si on veut, entre guillemets, «former à l'agilité», il faut adopter une approche de transmission, transformationnel. Ça veut dire qu'il faut qu'il se passe quelque chose, durant cette formation, et ce quelque chose-là, bah, c'est de mettre beaucoup l'accent sur, ben, les croyances, c'est plutôt le dogme. Ouais, j'ai utilisé des mots comme ça, le dogme, voire l'approche, paradigmatique qui doit être abandonnée pour aller vers un nouveau paradigme. Et le paradigme, c'est quoi? C'est une façon de voir le monde, voilà. Donc il y a une façon à commencer à abandonner, et une façon, qu'il faut commencer à entreprendre. Moi, c'est une approche que je privilégie dans le sens où je me dis que l'aspect méthode vient vraiment à la fin. L'aspect outillage vient vraiment à la fin. Pourquoi? Parce que, enfin, tout simplement, je donne la prédominance, de la faculté d'un individu à interagir avec son groupe plutôt qu'à exécuter
telle cérémonie ou incarner tel rôle, ça, c'est pas problématique. On le voit d'ailleurs dans le manifeste agile, on dit que les interactions et les individus, plutôt que les outils et les méthodes. Et les outils et les process, autant pour moi. Ce qui ne veut pas dire que les outils et les process, ça soit nul. Il nous en faut. C'est un vocabulaire commun entre nous, c'est un modèle qu'on va utiliser entre nous. Mais ce qui prépondère, ce qui est le plus important, c'est les individus et leurs interactions. Et les interactions, on va parler de quoi? De la transparence des interactions. Est-ce qu'on est dans le parler vrai? Est-ce qu'on est dans la communication utile? Première question. Deuxième question sur les individus. Est-ce que l'individu est responsable ou pas? Est-ce qu'il est responsable? Est-ce qu'il est responsabilisé par la structure dans laquelle il évolue? Donc ça, c'est ces deux aspects-là. Donc la nature des interactions et l'individu. Et ça, c'est des aspects que moi, je mets en avant durant ma formation. Pourquoi? Parce que c'est la partie la plus importante. C'est-à-dire que si au sortir de cette formation, l'apprenant a pu se dire que, ah oui, il existe un autre paradigme, une autre façon de voir le monde, et cette autre façon de voir le monde me demande d'abandonner certaines croyances et en adopter d'autres, eh ben, pour moi, c'est pari gagné, quoi. Pari gagné, parce qu'après, derrière, on se rend bien compte que Scrum, vraiment, c'est du bon sens. Vraiment, c'est du bon sens. En termes de méthode, c'est du bon sens. Ça va être voilà, des événements d'inspection et d'adaptation où on va aller collecter de l'information pour remettre à jour un modèle. Et quand le modèle est déconnant, eh ben, on le met à jour. Et c'est tout. Maintenant, effectivement, je ne sais pas si tu te souviens en formation, j'avais dit que la transparence, le premier pilier de l'empreinte, c'était la chose la plus dure à mettre en place. Pourquoi? Parce que tout encourage dans une entreprise à ne pas être dans la transparence. C'est pas faux, ouais. Tout encourage à l'absence de transparence. Mais c'est effectivement, tu vois, ce que là, de parler avec toi, ça me remémore certaines choses. Et je me souviens, moi, d'être sorti de cette formation en me disant, non seulement il y a un aspect méthode, je sais que c'est pas le bon mot, mais moi, c'est celui qui me parle là-dessus. Ouais. Mais tu as effectivement la posture précède la méthode, entre guillemets. Oui, ouais. Mais ça se voit, ça s'entend. Hein. Moi qui ne connais pas, alors moi je suis le moins expérimenté que vous là, hein, on va dire sur l'agilité. Et effectivement, là, en parlant avec toi, je vois effectivement que c'est vraiment en fait le point numéro 1, c'est déjà d'adopter la posture, comme dirait Alexandre. Côté humain, le côté humain, hein, comme tu dis, avant de se dire, OK, j'ai des méthodes pour le faire, mais déjà, est-ce que je suis d'accord avec la posture à avoir pour mettre en place ces méthodes, quoi. Tout à fait. Tout à fait, parce que finalement, enfin, c'est le concept même de la complexité. La complexité, c'est de se dire que de choses d'apparence, avec des règles très très simples, peuvent émerger une foulitude de comportements possibles. Et c'est ça qu'on veut. On veut pas des robots. Voilà. On veut pas un gars, on t'a dit, ah, Scrum, tu fais ça, tu dois faire ça. Tel événement arrive à tel moment. Non, on s'en fiche de ça. Comprends effectivement le processus, très bien, mais sache l'adapter. Le maître mot, c'est vraiment la capacité d'adaptation. Ce n'est pas le plus fort, ce n'est pas le plus résistant qui a survécu, c'est le plus adaptable. Et donc, l'idée, c'est de se dire comment on arrive à transformer des individus pour les faire revenir à leur prime nature qui est leur capacité à s'adapter. À les décloisonner, de se dire oui, tu n'as pas le choix, tu dois rentrer dans une fiche de poste. Derrière, la fiche de poste, elle dit tu fais ça, 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 ça. Ah, tu es dans tel service, tu n'as pas le droit d'aller parler avec tel autre. Pourquoi? Au nom de quoi? Au nom de quelle loi universelle les lois que tu viens m'imposer, donc de ton modèle, passent au-dessus des lois du vivant? Ça n'a pas de sens. Et on le sent au fond de nous, c'est que ça n'a pas de sens. Les règles du vivant, on se dit, et après on va appeler ça le bon sens, appeler ça le shadow organizing, appelez ça comme vous voulez. C'est simplement lorsque la complexité et le vivant reprend son droit, c'est tout. Et se dit, ton modèle, oh, c'est bon, flemme. Je sais, je n'ai pas le droit d'aller discuter directement avec le gars de la compta. Oui, mais pour ce cas précis, pour sauver le client d'une merde dans laquelle il s'est retrouvé, je dois y aller. Mais c'est intéressant. Que je vais me cantonner et rester bloqué et limiter mon intellect au fait de se dire je vais suivre un modèle qui a été pondu par d'autres, ou est-ce que je dis je fais ce qui doit être fait? Et c'est intéressant. Puis là, moi, je vais apporter aussi mon témoignage de ce changement-là. C'est que
quand on a apporté l'agilité dans l'équipe. Émotionnellement, on va dire, pour moi, c'était pas forcément évident. Alors, je pense que j'ai une certaine maturité par rapport à ça, mais si tu veux, la vraie agilité et les valeurs qu'il y a derrière et la posture et tout ça, ça vient rebattre totalement les cartes et ça les a rebattus pour moi de ma posture de, entre guillemets, de petit chef. J'étais chef de certains employés, il y avait une hiérarchie. J'aide ou j'encourage les gens à devenir des emmerdeurs quelque part. Je le résume avec mes mots et je l'ai bien vécu a posteriori. Mais enfin, voilà, faut. Ouais, il y a un problème de son là. Ah, c'est bon, c'est revenu normalement. Ok. Ouais. Enfin, c'est pas forcément évident. C'est un vrai changement parce qu'effectivement, chacun n'est plus cantonné à un rôle très limité. On se retrouve avec une équipe d'emmerdeurs et quand je dis ça dans ma bouche, c'est le côté positif du terme, quoi. Et ça rebat aussi le modèle de bah oui, je suis le chef, donc j'ai l'autorité, donc je dois être mieux payé que les autres. C'est bousculant. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc effectivement, il y a une chose que l'on voit effectivement en formation, c'est que d'une part, je viens en disant qu'effectivement le modèle hiérarchique, donc l'arbre binaire, n'est pas la meilleure est loin d'être la meilleure représentation ou la meilleure organisation possible dès lors où on veut traiter de la complexité. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, d'une part, on instaure un arbitraire de hiérarchie qui est basé sur pas forcément sur l'intelligence globale, c'est-à-dire que c'est une vision de celui qui est détenteur du pouvoir à ce moment-là. Et cet arbitraire peut être problématique, d'une part. D'autre part, c'est que cet arbre binaire, donc la structure hiérarchique, amène de la déresponsabilisation des gens. Et en plus, amène de la vulnérabilité quant au système. C'est-à-dire il suffit que la figure d'autorité N+1 soit dans une errance ou bien dans une erreur, alors que le reste du collectif se rend compte de cette erreur pour que ce collectif ne se sente pas l'obligation et la responsabilité d'intervenir. Et ça, c'est un vrai souci. Donc l'agilité vient avec cette vision suivante, c'est trop con finalement la hiérarchie sociale qui est une invention qui a 9000 ans, voilà, par revenir aux lois naturelles qui est les organisations réticulées, donc les réseaux. Parce que il y a que ça dans la nature, tout est organisé sous forme de réseau. Pourquoi on ferait exception à la chose ? Le réseau est la forme d'organisation la plus résiliente, dans le sens où si un nœud part en vrille, eh ben, le reste du système peut prendre le relais. Il n'y a pas de centralité au niveau du nœud, voilà. Et donc là, tiens, innovation technologique, on invente la blockchain. Non. J'allais dire la même chose. J'allais dire, ça parle de blockchain là, Nabil. Ah non, la blockchain est juste une implémentation, un biomimétisme. Bien comme sûr. L'humain n'invente jamais rien, il découvre simplement ce qui est sous ses yeux, à savoir voir. Il y a des millions d'années d'expérience dans la nature en termes d'évolution, en termes de résilience. Juste observe et vois comment on fait la nature, et puis fais preuve d'humilité, et puis et copie finalement, parce que toute la connaissance se trouve sous tes yeux, mon petit père. Voilà. Donc le mode d'organisation à privilégier, ce n'est pas l'arborescence binaire d'une hiérarchie. Non, au contraire, c'est un réseau, voilà, toute organisation réticulée, c'est très bien. On se base là-dessus, mais alors à ce moment-là, effectivement, on abandonne les hiérarchisations. Vu qu'il n'y a pas un nœud qui est au-dessus d'un autre, finalement, c'est une organisation plate. Et donc, finalement, ça tire toute la pelote de ouais, mais finalement, moi, mon rôle, et ainsi de suite. Et puis, je devrais pas être payé plus, et ainsi de suite, et au nom de quoi, et ainsi de suite. Donc, enfin, tout un tas de questions qu'on pourrait aborder dans une autre occasion. Ouais, je vois qu'il est déjà 15h, effectivement, on va être obligé de raccrocher. Moi, j'aurais un dernier petit message à faire passer aussi, c'est que souvent en entreprise, on parle de savoir-faire, savoir-être.
Et je trouve que dans la démarche, et j'en suis quand même assez fier, là où on s'est rencontrés, on a fait effectivement la partie formation qui répond à l'aspect avoir la connaissance, avoir le savoir. Et moi, ça me semble nécessaire, voire incontournable, c'est de mettre en place du coaching derrière pour transformer ce savoir en savoir-faire. Et puis, je dirais même, quand bien même on ne change pas de façon de travailler et tout ça, moi, je trouve que ça nous a fait un bien fou d'avoir une personne extérieure à l'entreprise à qui on peut parler, à qui on peut exposer nos problèmes, qui nous aide à réfléchir dessus. Enfin, je trouve que c'est une pratique et moi, j'y crois dur comme fer, bah, comme je viens du monde du coaching, hein, c'est que voilà, ce coaching en entreprise, je pense qu'il a de beaux jours devant lui, que ce soit pour l'agilité ou pour autre chose. Tout à fait, tout à fait. Du coup, ça me fait réagir ce que tu dis, dans le sens où si je devais faire une comparaison, je dirais que quand on a besoin de faire juste une petite adaptation à un logiciel, mettons un logiciel, tu prends une nouvelle app que tu souhaites installer auprès de tes équipes, une nouvelle app, donc un nouveau savoir-faire. Si l'OS n'a pas besoin d'être changé, ma foi, tu peux l'installer, cette nouvelle application. Il n'y a pas besoin de changer l'OS. Par contre, si je te parle d'un OS complètement différent, vouloir installer une app sur un OS qui n'a rien à voir, ça ne va pas le faire. Donc là, ce serait l'équivalent effectivement du savoir-faire que tu souhaites donner ou inculquer à des gens sans avoir l'OS qui a été renouvelé. Or là, effectivement, lorsqu'on passe d'une approche prédictive à une approche agile, on change d'OS totalement. Totalement. Exact. Voilà. Donc c'est un super mot pour la fin, ça.